Il est cassé? Mais non, je comprends pas, d'habitude il marche bien. Ah, il est cassé. Pas de violence, c'est les vacances. Bonjour, Salut, ça farte? ça va. Il y a des surfeurs à Nice? Il y en a qu'un. Il y a quelques semaines, je vous avais expliqué comment j'avais découvert malgré moi un nouveau film par conversation interposée. Dans la cour de mon école primaire, un jour de rentrée scolaire en janvier 94, tous les autres enfants de l'école avaient adopté une autre langue qui m'était inconnue. Wakatepe baboun, pouce indien, mimisiku, c'était le nouveau dialecte à la mode, et ça m'énervait de ne pas comprendre pourquoi. Et j'y ai revécu la même chose 7 ans après. Cette fois-ci c'était au lycée. Bonjour au passage, restez jusqu'au bout de la vidéo parce que j'ai un énorme scoop sur Brice de Nice et son scénario à vous communiquer. Ça m'a foutu une claque. On retourne à ma petite histoire. Ce jour-là, à la cantine du lycée, mes amis s'échangeaient des vannes, sur un ton volontairement, disons, efféminé. Salut, ça farte, je t'ai cassé, pas de violence, c'est les vacances, ou encore, ça va ta chatte. Toutes les conversations tournaient autour de ça, du jour au lendemain. Pour donner un petit peu de contexte aux plus jeunes d'entre vous, au début des années 2000, tout le monde n'avait pas internet comme aujourd'hui. Et quand on l'avait, c'était très lent et très limité, et si jamais tu te connectais, ça coupait le téléphone de la maison. Donc souvent on te disait « Tu peux raccrocher internet s'il te plaît ?» C'était chiant. Donc pour aller sur MSN Messenger avec tes potes, il fallait que tu prives tous les autres de leurs appels téléphoniques. En tout cas, je n'avais pas internet. Pas encore. Mais c'est chez une copine qui l'avait que j'ai découvert les sketchs de Brice de Nice qui tournaient en boucle sur internet de façon pas toujours très officielle, il faut dire. Il y en avait 4. Et ils tournaient vraiment en boucle, comme si internet n'avait que ça. Brice qui apprend à casser, Brice qui nous présente ses barres branchées, Brice qui nous montre comment on drague, et Brice en vacances. Le sketch qui sera le plus resté avec l'introduction du rival de Brice, joué par Bruno Salomon, paix à son âme, et qui jouera plus tard le fameux Igor Dosgor. Igor Dosgor Cherche pas, t'as tort. Reste que les sketchs Brice de Nice ne m'amusaient pas du tout. C'était un peu comme ce que sera le SAV des émissions d'Omar et Fred. Tout le monde rigolait, mais ça n'a jamais pris avec moi. Bien chapeau. Pour aller où cette fois? À boulangerie. C'est bien. C'était juste des petits sketchs tournés entre potes sans aucune prétention, ça n'avait pas vocation à devenir un phénomène national. En tout cas, moi je me sentais pas embarqué dans la vague de Brice de Nice. Certes, Brice de Nice était le début de Jean Dujardin au café-théâtre, ce personnage inspiré d'un camarade de classe qui s'appelait vraiment Brice au passage, et qui passait son temps à casser tous ses copains, en se la pétant réellement. Et certes, le Jean Dujardin des Nous c'est nous n'était pas encore le Jean Dujardin d'un gars et une fille, car c'est bel et bien son duo avec Alexandra Lamy que Jean Dujardin va exploser par la suite. Eh ben pourquoi tu râles, j'ai tout vendu. Ouais, t'as tout vendu, seulement t'as racheté d'autres merdes! Cette série de la fin des années 90, début 2000 était un carton. Tout le monde adorait, mais le public lui parlait toujours de Brice de Nice. Indirectement, Brice aura permis à Jean Dujardin d'être repéré pour devenir comédien et jouer dans Un gars, une fille. Mais le succès d'Un gars, une fille va également ouvrir les portes du cinéma à Jean Dujardin, avec un premier rôle en 2003 dans Bienvenue chez les Roses. Lorsqu'Un gars, une fille prend fin en cette même année 2003, il était tout naturel d'adapter Brice au grand écran. La première réalisation de James Hutt, Serial Lover, un huis clos où une femme, Michel Larocque, se retrouve autour d'une table avec ses 4 amants, pour en choisir un, a été remarquée à la fin des années 90. Problème, Brice de Nice, grâce aux sketchs qui ont tourné en boucle sur un internet qui était un petit peu vide, c'est devenu un phénomène malgré lui durant une décennie, alors qu'on a eu que 4 petits sketchs pour moi amateurs. Non, parce que j'ai très envie de sortir avec toi sur la bouche. Tu me fais dresser le zizi. Sache pour ta gouverne, Jean Guimauve, que je ne sors qu'avec les livres. Qui avait rien de particulier. Donc de là à en faire un film d'1h40, on pouvait s'interroger. C'était pas gagné. Bon, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nienko TV. Aujourd'hui, on va évoquer le tournage catastrophique du point de vue des conditions de Brice de Nice, un film que j'ai trouvé extrêmement bizarre à sa sortie, mais comme l'a dit Jean Dujardin assez récemment, je trouve que c'est un film qui se bonifie. Surtout depuis qu'un certain Brice 3 est passé par là. On en parle ensemble, c'est parti. Ouais.
Parce que ça marche aussi avec les objets. Lorsque j'ai été voir Brise de Nice au cinéma en 2005, j'étais encore en fac, et on y avait été entre deux cours, voire même je pense qu'on en avait peut-être séché un. Mais on a été tous curieux de voir comment 4 petits sketchs de 3-4 minutes chacun pouvaient donner un scénario entier. Allait-on voir un film à sketch qui deviendrait lassant au bout d'une demi-heure? Eh bien non. Mais je me rappelle en être sorti avec plusieurs sentiments qui se mélangeaient. De la déception, je dirais que non, car je n'attendais rien de ce film. On ne peut pas être déçu d'un film dont on n'attend rien. Mais j'en étais sorti avec une sensation plutôt bizarre. La salle et moi-même d'ailleurs avions apprécié les 20-25 premières minutes, celles qui reprennent la plupart des sketchs, assez habilement d'ailleurs, avec surtout le casse contre casse, la soirée chez Brice. C'est marrant comme ta tête va pas du tout avec ton corps. Et surtout Brice qui travaille dans un restaurant et qui se demande comment c'est de travailler. 1500 € par mois? Ah non, par jour? Par jour, ouais. Ouais, attends, sinon t'as rien. Ok. Bien que Brice, qui fait des rêves de sirène, des rêves à moitié porno, je comprenais pas le délire, et en plus on commence avec ça, quoi. Sans compter que la manière dont il se réveille avec ses expressions comme si, je pense, qu'il était en train de faire des rêves un peu interactifs. Je vais pas vous donner plus de détails, on est sur YouTube, mais c'est un petit peu gênant, quoi. En salle, on s'est tous un peu regardés. Mais en même temps, la vague, c'était super bien fait. Alexandra Lamy qui sort en sirène de la vague pour embrasser Brice. Oula, il y a des effets spéciaux dans Brise de Nice. C'était pas ce qu'on était venu chercher. En tout cas, pas moi. Tu dégages s'il te plaît, c'est chiant. Attends, je fais comment là? Je vais passer. Et voilà. D'ailleurs, on verra tout à l'heure comment ils ont tourné ça, mais c'était chaud. Mais c'est un bon exemple, les rêves de Brice, de plusieurs scènes où je me suis dit, j'aime pas parce que c'est pas drôle et c'est gênant, mais ils ont mis les moyens et c'est bien fait. Toujours le chaud et le froid. Mais plus le film passait, le casse de la banque en chanson par exemple, m'avait complètement perdu. Alors qu'avec le recul, c'était génial, mais on en parlera tout à l'heure, de ce que je pense du film aujourd'hui. La rencontre avec Marius, qui n'arrive pas à articuler 2 phrases, ça m'avait aussi gonflé, alors qu'aujourd'hui je trouve ça génial. Qu'est-ce que t'as dit, Guépard? Qu'est-ce que t'as mis? Il y a des mots qui rentrent... Tu sais pas parler? Tout comme Brice qui quitte Nice pour Osgore, je ne comprenais pas où on allait, où le film allait. Et malgré quelques moments plutôt touchants en fin de film, encore une fois, je ne m'attendais pas dans Brise de Nice à avoir un petit peu d'émotion. Mais c'est bien d'être surpris. Sauf qu'à l'époque, je l'ai pas bien pris du tout. Le coup des éclairs au café à la place des pieds, ça a encore plus fait basculer le film vers le n'importe quoi, mais sûrement trop tard. En tout cas avec ma perception des choses, qui est un peu lente. Je me suis rendu compte seulement vers la fin que le film était en fait une espèce de conte pour enfants, un conte à la Disney, avec le personnage à la Shrek, aux pieds en forme d'éclair, qui rencontre sa belle, aux oreilles de souris. Du grand n'importe quoi. Et voir Brice, enceinte, au début du générique de fin, pour faire écho à son rêve, où je crois que c'est le mâle hippocampe qui porte le petit. Ah, et puis je t'ai pas dit, chez les sirènes, c'est comme chez les hippocampes, c'est le mâle qui porte le petit. Non mais attends, mais je rêve ou quoi là? Non mais... Ah oui, tu rêves! Bah, c'était pour le délire, ou est-ce que ça fait partie du film? Et est-ce que ce film est canon, entre guillemets? Est-ce que ça fait partie de l'histoire de Brise de Nice, ou est-ce que c'est qu'un gros délire, quoi? Pour moi, c'était pas clair. Bref, j'avais mis Brise de Nice de côté, même si je l'avais acheté en DVD, et j'ai davantage apprécié les OSS 117 qui sont arrivés peu après. Mais c'est bien grâce à Brise de Nice, avec ses 4,5 millions d'entrées, qui aura permis à Jean Dujardin d'enchaîner avec d'autres choses. Et je respecte beaucoup les choix de Jean Dujardin. Sa carrière, ses prises de position, sa faculté à pouvoir tout jouer, mais surtout à ne jamais prendre la grosse tête ni se prendre au sérieux. Car après avoir été oscarisé, avoir joué à Hollywood, Jean Dujardin a osé revenir juste après à Brise de Nice avec Brise 3, parce que le 2, il l'a cassé. Et là, c'était pas la même. On en a parlé sur la chaîne de Brise 3, mais toute la campagne promotionnelle autour de ce film était déjà énorme. Rien qu'avec le concept de casser le 2, pour moi, le film avait gagné. Mais que dire de la fausse vidéo sur YouTube qui nous faisait croire que le film avait fuité? Ah bah c'est mon cours de casse-chi. Ah non! T'as cru que t'allais voir tout le film? Oh non! Oh la casse! T'as cru que t'allais voir tout le film, tout mon film?
En plus, c'est même pas le bon début. Pour que Brice nous casse au bout de 3 minutes, en nous trollant parce qu'on avait cru qu'on allait voir le film en entier gratuitement, mais comme la vidéo durait 1h30 et qu'il passe les 1h20 suivantes à ne rien faire, le 3 qui a cassé le 2, c'était énorme. Y avait rien à dire. C'était un coup de com' génial. Et j'ai adoré Brice 3, car contrairement au 1, le film nous donnait le mode d'emploi d'entrée. Brice est âgé, en stage d'hiver sans doute avec des gamins à qui il raconte une histoire au coin du feu, et il exagère son histoire. Il se met en scène lui-même, et il exagère beaucoup. Ça peut être complètement dangereux. Il déforme les choses, les enfants le lui font remarquer d'ailleurs, que certains détails sont bizarres, voire impossibles. Je peux me permettre, ça existe pas des autocollants de partout. Mais tu vas fermer ta gueule! Avec le 1 comme bagage, et cette justification pour Brice et Dujardin d'aller au bout de l'absurde cette fois-ci, il y a une histoire qui est racontée donc on sait que tout peut être potentiellement faux ou détourné. C'est impossible. Hein? À cette altitude, il fait moins 50 degrés. Oui, mais j'avais un pull. Bon, d'accord, j'ai pas surfé sur l'aile. Mais j'ai quand même surfé. Comme ce faux nombril caché sous un autocollant téton, jamais dans le 1 je ne l'accepte, alors que là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, au moins on comprend le projet. Mais t'as pas de nombril? Si. Sous mon autocollant de téton. Et après avoir vu le 1, ça aidait en allant voir Brice 3 qu'on allait forcément voir un film qui racontait n'importe quoi. On était préparé cette fois. Mais surtout en ce qui me concerne, Brice 3 m'a donné le mode d'emploi pour apprécier le 1. Parce que si tu appliques le fait que le 3 est une histoire racontée au premier film, d'un seul coup tu peux raconter n'importe quoi, y compris un mec avec des pieds en forme de pouce. Et t'as la tête poilue, hein? On coupe pas ce qui pousse? Ah oui, mais c'est ça parce que t'as gardé tes pouces. Ah bah ouais, et maintenant j'ai cache plus. On en parlera en fin de vidéo, le fait que le 3 pour moi a amélioré le 1, mais cette mise en contexte et cette longue introduction me paraissaient nécessaires pour parler de la suite. Revenons au premier film et à son tournage de l'angoisse. Brice de Nice a beau paraître léger dans l'enjeu, c'est un film où Jean Dujardin sera de tous les plans, quasiment tous en fait. C'est son film, c'est un one-man show, ce qui implique durant 3 mois de tournage d'être sur tous les plans entre avril et juin 2004. Le film ayant été tourné au printemps afin d'éviter les touristes sur Nice, au mois d'avril-mai, et à Osgore au mois de juin, Nice était tout de même déjà très fréquenté en mai. Et le tournage aura plutôt lieu du côté du port, plus discret pour éviter la promenade qui est toujours blindée d'hiver en été. Le film était également tourné à Villefranche pour la scène où Clovis Cornillac tire le bateau d'Élodie Bouchez, et non à Biarritz contrairement aux apparences. Mais Jean Dujardin devra se préparer durant 6 mois physiquement pour être prêt à faire face à ce défi physique, film qui doit le rendre à la fois séduisant physiquement et donc assez costaud, tout en étant infantile de l'intérieur. On parlera aussi de ce côté infantile du personnage de Brice qui m'avait sorti du film à l'époque. Le problème principal de ce tournage sera le même que celui de Brice 3 10 ans plus tard, les 2 tournages ayant été maudits. Nous avions vu comment le printemps n'était pas toujours clément à Nice au printemps. Intempéries, pluie comme on n'en avait pas vu depuis des années, soi-disant. Mais à chaque fois, c'était pas de bol, ça tombait pendant un tournage de Brice. Mais même en Thaïlande, dans le tournage de Brice 3, une tempête va véritablement emporter tous les décors du film. Le 3, c'était un tournage poissard de bout en bout. Mais pour le 1, c'était déjà le cas. Comme quoi la foudre tombe parfois 2 fois au même endroit. En effet, des scènes telles que la soirée casse contre casse chez Brice a été décalée de plusieurs jours pour cause d'intempéries. Il pleuvait jour et nuit. L'équipe était obligée d'attendre sur place que ça se calme, mais ça ne se calmait jamais, en tentant de rassurer les producteurs au téléphone, inquiets que le tournage puisse s'arrêter d'un jour à l'autre. 2 autres films étaient tournés sur Nice et sa région en parallèle, et les 2 autres films avaient renoncé à tourner. Mais pas Brice de Nice. Dès que le temps se calmait, même si c'était pour 2 heures, il fallait tout de suite dégainer, sortir le matériel, même temporairement, pour filmer Jean Dujardin, prendre sa planche et aller en mer, sur une mer pourtant à 15 degrés, et 15 degrés maximum. Difficile de faire rire ou d'être énergique dans de telles conditions. Pareil pour les scènes tournées chez Brice, pour ses soirées Yellow, où 100 figurants devront faire comme s'ils étaient 1000, quitte à jouer plusieurs rôles en changeant de vêtements ou en se déguisant, et surtout, motivés pour faire la fête, ou faire semblant, par 5 degrés en extérieur. Je plains surtout ceux qui ont dû se faire jeter dans la piscine par 5 degrés à l'extérieur, même si la piscine était chauffée, quand tu sors ça doit faire très froid, et en plus ils y sont pas allés qu'une fois.
Même la scène de Brice, qui dure quelques secondes sans aucun dialogue, qui se passe sur le plongeur de la ville, n'était pas évident à tourner. Le plan a été d'ailleurs volé, car ils n'ont pas eu l'autorisation de tourner la scène car le plongeur était dangereux. Globalement, le tournage était presque à haut risque. Dujardin a failli se péter le cou, littéralement, lorsqu'il fait sa petite cascade dans sa soirée, où il sort du canapé, où il essaie de consoler à sa façon une copine en faisant une galipette arrière sur le dossier. C'est un puzzle. Bah, sauf que la scène qu'on voit, elle est bonne. Une des scènes, le cou est resté coincé. Et l'équipe a mis un petit moment à réagir, ils ont flippé. Parce que te retourner et te coincer le cou, tu peux te le péter, quoi. Clovis Cornillac a failli se noyer en sautant du bateau d'Élodie Bouchez, parce qu'il a sauté avec sa perruque, ses fringues et surtout ses chaussures qui étaient super lourdes. Quand on le voit un peu galérer, c'est pas du jeu. Hein. Et même la pauvre mamie qui nage avec Brice au début du film, qui lui fait « ça farte ». Bonjour. Salut, ça farte. Et bah, à la deuxième prise, elle a fait un malaise dans l'eau qui était froide, et ils ont dû la secourir. Brice, tournage à Auris. Nul. Pas simple non plus pour Jean Dujardin, en tout cas durant les 15 premiers jours de tournage, où l'acteur, il est un peu perdu, se sentant comme exproprié de son propre personnage qu'il avait inventé lui-même, avec un réalisateur qui lui aussi doit faire son film, et qui lui demande d'aller bien plus loin dans l'absurde, dans une direction que Jean Dujardin finira, finalement, par approuver. Il y a une vidéo de Jean Dujardin sur internet qui circule où il a revisité 5 de ses films les plus emblématiques, ceux que le public aura retenus et lui aussi. Et il trouve, et je suis d'accord, je l'ai dit tout à l'heure, mais Brice 1 vieillit bien et s'est bonifié. On comprend plus aujourd'hui ce qu'ils ont essayé de faire, peut-être un peu trop tôt, à un moment où on n'était pas prêt, pas paramétré pour accepter un tel délire. Ce qui veut peut-être aussi dire qu'il a moins apprécié le film tel qu'il concevait son personnage de Brice qui lui appartenait quand même, et c'était aussi parce que le tournage l'a vraiment rincé et qu'il était là quasiment tous les jours. Allez, dis-le. Allez, terminé. Allez. C'est fini. C'était le dernier plan de Jean Dujardin. Mike, c'est fini, tu ne reviens pas demain. D'accord? D'accord. Non, Mike, Répète. okay. On a fini de travailler. Maintenant, tu es en vacances. Mais peut-être que comme beaucoup de monde, vous me direz si c'est votre cas, peut-être que Brice 1 est plus apprécié aujourd'hui qu'il ne l'a été en salle, même s'il a cartonné, mais où les retours étaient globalement assez négatifs. La deuxième partie de tournage, dans le sud-ouest, ça ne sera pas mieux au niveau des conditions. Mêmes intempéries, toujours cette pluie battante qui ne s'arrête jamais, encore une centaine de figurants à faire travailler pour donner l'illusion d'une plage pleine, en haute saison, mais surtout, le décor servant de bar à la plage, le QG de la compétition de surf, va être brûlé d'entrée par des jeunes qui, pour piller le décor, qui était équipé de véritables planches de surf, empruntées en plus, qui coûtaient très cher, les jeunes ont brûlé le décor pour brûler les pistes et masquer leur vol. 18 ans après pour Brice 3, ça sera le décor qui sera carrément emporté par la mer. Dans Brice 1, le décor a été emporté par les flammes. Un film, un élément. Pour Brice 4, qui se passera peut-être à la retraite, attention à l'orage. Mais c'était dur pour le moral de tout le monde. Vraiment très dur. Comme si les éléments étaient littéralement contre le film, avec quand même de l'argent en jeu, et des carrières en jeu. Au passage, le scénario sera remanié plusieurs fois, pour s'adapter au délire de Brice, ou aux nouvelles idées qui arrivaient. Au départ, par exemple, le personnage joué par Clovis Cornillac, Marius, ne devait pas avoir les pieds en forme de pouce. D'ailleurs, toute la scène de la tente où Brice le découvre pour la première fois, l'acteur le découvrait vraiment pour la première fois. C'était de l'impro. Le comment tu fais pour mettre des tongs, ça n'était pas écrit. Comme les rires entre les deux qui sont vrais. Mais au départ, la tare de Marius, son défaut, sa particularité disons, c'était l'odeur insoutenable de ses pieds une fois déchaussés. Et la particularité, au départ, dans l'écriture du personnage d'Élodie Bouchez, qui est plus réaliste du coup, qui est beaucoup moins fantaisiste, c'était de ne pas avoir d'odorat. Et du coup, ça collait parfaitement avec Marius qui puait des pieds. Beaucoup plus classique, beaucoup plus convenu, et je pense que ça aurait été beaucoup moins marquant. Et je pense que ce qu'on a tous retenu du film, même si on s'est dit dans quel délire ils vont quand elle commence à enlever son bandeau avec ses oreilles qui ressortent, mais finalement c'est peut-être ça qui sauve le film, et qui nous fait comprendre beaucoup trop tard que ok, c'est n'importe quoi, on s'en fout. De la même manière, c'est durant le tournage que sera trouvée l'idée que le personnage d'Alexandra Lamy, en fin de film, sera une surfeuse, une double de Brice, Alice de Nice, alors qu'au départ, il devait s'agir d'une simple secouriste. Globalement, le film a été enrichi de beaucoup d'idées trouvées sur place par tout le monde, ce qui a également permis beaucoup d'improvisation.
Par exemple, la scène tournée chez Brice où il regarde la mer depuis son télescope, où il drague Marjorie, avec qui il ne conclura pas d'ailleurs, ça m'avait choqué à l'époque. Tant je voyais Brice, et j'avais peut-être tort, comme un dragueur séducteur qui collectionnait les filles. Alors qu'ils vont choisir de le transformer comme un enfant, emprisonné dans le corps d'un adulte de 35 ans, qui n'est pas méchant, qui ne l'est jamais, qui est juste sincère et qui balance tout ce qu'il pense, comme un gamin. Il fume pas, il boit pas, il n'a pas vraiment de vice, il n'a pas besoin de ça pour être tel qu'il est. Je crois qu'il m'aime plus. Tu te fais des idées, oh, arrête, Christophe, il t'a jamais aimé. Mais moi, ça m'avait surpris qu'il soit aussi séduisant avec des nanas magnifiques, qu'il les ramène chez lui, et qu'au moment où il faut conclure, bah il regarde Point Break, quoi. Pardon? Allez Johnny, voilà ton chauffeur. Au boulot. Le gamin qui assume pas et qui en fait doit être puceau. J'adore aujourd'hui, mais à l'époque, je ne comprenais pas ce paradoxe. C'est une qualité rare. En tout cas, je te remercie. C'est nada. Je le redirai tout à l'heure, mais je trouve qu'aujourd'hui, en 2026, et au-delà, tous les choix qui ont été faits que j'ai trouvé un peu bizarres, se sont révélés être payants. T'as pété hier soir. On se rappelle? Reste que cette scène anodine entre les deux n'était pas vraiment écrite. Comme un De Funès qui répète et répète les scènes pour trouver le gag ou l'intonation juste dans un scénario pas travaillé, Jean Dujardin aura besoin de 25 prises pour en arriver à la scène telle qu'on le voit à l'écran. Et que dire des scènes avec Marius? À l'époque, je les avais pas aimées, je comprenais pas ce personnage qui parlait en braille, qui arrivait pas à finir une seule phrase. Pardon, Marius Lacaille, comme l'oiseau. Ce qui a été proposé par Clovis Cornillac lui-même, qui a complètement écrit son personnage. Ils ont trouvé, et finalement c'était génial, que mettre deux personnages, dont un qui a la tchatch et qui parle tout le temps, avec un qui n'arrive pas à sortir une phrase à cause de ses émotions, bah forcément, ça collait, et ça marche très bien. Le quoi? Le sport? Mais c'est pas un sport, c'est un rêve. T'as pas de rêve? Mais encore une fois, je m'attendais à voir un one-man show, alors que ce film est un film d'un duo. Encore une fois, on n'était pas venu chercher ça. Ça n'allait pas de soi. Quand Marius s'incruste dans le rêve de Brice, la première fois qu'on le voit, il casse le rêve, et où il dit on rembobine, et qu'il commence à parler à l'envers, c'est une impro complète de Clovis Cornillac. La télé, la machine. Tu peux me la refaire là parce que... Autre scène compliquée à tourner, mais laquelle ne l'était pas, c'était celle tournée non pas à Nice, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais tournée en région parisienne, avec le casse de Bryce dans la banque, tournée en 3 jours, dont 2 jours seront consacrés à la musique et à la chorégraphie. Entre des scènes épuisantes à danser et à chanter en playback en plus, c'était pas très motivant, avec au passage une apparition furtive d'Audrey Lamy, la sœur d'Alexandra Lamy, qui n'était pas du tout connue à l'époque. La scène a été tournée d'ailleurs à Paris dans le siège de la BNP Paribas, qui a été racheté depuis, mais qui a pas changé. Mais le déluge de billets, le plan à l'aide d'une grue vue du dessus dans lequel Jean Dujardin tenait à se voir nager dans ses billets, tout ça, ça a l'air de rien, mais c'est énormément de boulot. Avoir tous ces billets qui volent, avoir Dujardin avec ce plan grue du dessus en train de nager dans ses billets, dans son bonheur, tout ça c'est du boulot pour un film qu'on attendait comme étant un film à sketch, et qui finalement est l'un des rares films basés sur des sketchs qui arrive à en faire un vrai film. Et ça c'était fort. C'était collector même. Ça c'est collector. Connasse Princesse des Cœurs, j'ai eu beaucoup plus de mal à accrocher à la juxtaposition de petits sketchs. Ici, même s'ils sont un peu prisonniers de certains sketchs qu'ils ont dû remettre, ils ont réussi à s'en affranchir. Pour vous donner un autre exemple d'une scène, ou plusieurs scènes d'ailleurs, qui apparaissent dans le montage final, mais qui auront été difficiles à tourner, c'était les scènes de rêve avec Alexandra Lamy, déguisée en sirène, et bien entendu Jean Dujardin. Les deux acteurs seront réellement immergés dans un bassin de 6 mètres, à s'embrasser dans l'eau, en apnée, avec des plongeurs autour au cas où, et Alexandra Lamy aura réellement nagé avec une queue de sirène dans une piscine. Respect Alexandra Lamy. Et respect même aux deux d'ailleurs. Et elle sera également attachée à des câbles pour les scènes où elle sort de la vague, en image de synthèse bien entendu, pour embrasser Nice dans ses rêves. En parlant de vague, je vous devais un gros scoop. Une anecdote que j'avais trouvée énorme, qui est bien cachée dans les fins fonds du DVD, collector. Le DVD qui cache énormément de choses et énormément de secrets. Comme la version en vieux niçois, où quand tu cliques dessus, t'as Brice qui t'insulte en disant que t'as vraiment cru qu'il y avait une version en vieux niçois. Une version vieux niçois, tu crois n'importe quoi. Hein. Je t'ai cassé. Brise de Nice, ça va au-delà du film. Il y a une interaction avant, pendant et après. Donc quand je parlais de vague, que ce soit dans les rêves de Brice, ou que ce soit durant tout le film, ou surtout au début où il attend sa vague à Nice depuis des années, j'avais pas remarqué que chaque galet qu'il attrape et qu'il fout chez lui, c'est un jour où il n'a pas eu sa vague, je l'ai percuté après. C'est comme à la fin du film où quand il est évanoui sur la plage, il y a un trou
sur la plage où il n'y a pas de galets qui symbolise la forme de sa vague. Je n'avais pas remarqué ce détail. Mais c'est pas ça le scoop. Le fait que Brice attende sa vague, ça a un gros sens. En effet, Brice a un père dans le film qu'on ne voit qu'au début, et qui se fait arrêter. Et qu'on voit également dans une scène coupée à la fin du film, en prison, où Brice y fera bien entendu un séjour, sans ses cheveux longs et sans sa tenue jaune. Ça m'a choqué cette scène coupée d'ailleurs. Heureusement qu'ils l'ont pas mis, parce que je trouve qu'elle fonctionne pas. Ils ont enlevé la scène parce qu'ils pensaient que comme on avait déjà tous oublié le père, ça servait à rien de le remettre aussi tard dans le film. Mais on n'évoque jamais la mère de Brice. On comprend bien des jeux de mots que sa mère, c'est la mer, la Méditerranée, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Brice attend non pas sa vague, même si ça a été réécrit à cause des événements tragiques du tsunami de 2004, et c'est d'ailleurs à cause de ces événements tragiques qu'on n'évoquera pas dans le film le tsunami de Nice de 1979, alors que Brice avait à l'époque 10 ans. Il attend donc une très grosse vague dans le film. Vous êtes prêts? Brice pense que sa mère, que sa maman, a été emmenée par le tsunami de 79, tsunami qui a vraiment existé à Nice. C'est pas une invention. Et si, depuis, il attend sa vague, c'est parce qu'il pense que sa vague va ramener sa mère. Ah ça c'est fort. Ah ça c'est bon. Et oui, c'est énorme, non? Ça peut se deviner, mais ça explique surtout bien des choses. On peut se dire que comme ils ne pouvaient pas parler de tsunami à cause de ce qui s'est passé en 2004, ils ont abandonné l'idée d'en parler. Mais ça justifie beaucoup de choses. Et je trouve ça énorme. J'espère que vous n'aviez pas l'info, parce que moi, ça m'a fait un waouh quand j'ai vu ça. Avant de revenir sur ce que je pense du film aujourd'hui, voici encore 10 anecdotes sur Brice de Nice premier du nom que j'ai trouvées pour vous. Bien que le faux générique de fin qui commence à défiler puis qui est très vite retiré mentionnait Patrick Swayze dans le rôle de Bodhi, absolument impossible bien évidemment, même si à l'époque j'y croyais, puisqu'on voyait rien, puisque c'était sa voix officielle en français, doublé bien évidemment par le regretté Richard Darbois, énorme comédien du doublage. Eh bien figurez-vous que cette jeune doublure, qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Patrick Swayze, s'appelait réellement Brice et était surfeur. C'est assez énorme comme hasard. Lors de la scène d'Ellie, lorsque Brice et Marius s'échappent de l'hôpital, il y a des kartings pilotés cachés en dessous par des pilotes professionnels, et certes au début de la scène, lorsqu'ils commencent à monter dessus, ça n'était pas le cas, et c'était dangereux même. Mais dès qu'ils surfent dessus et qu'ils font les cons, il y avait de vrais pilotes en dessous, comme il y avait quelqu'un pour guider le chariot sur lequel Brice surfe dans la cuisine du restaurant. Lorsque Brice s'échappe de la banque par le toit, c'est vraiment Jean Dujardin qui tombe sur le toit de la voiture, certes pas de 10 mètres de haut, mais tout de même, le toit de la voiture en question ayant été modifié avec une tôle très fine et de la mousse pour atténuer le choc et la chute de l'acteur. Dans la dernière partie du film, même s'il reste méconnaissable, on peut apercevoir à la soirée et surtout aux commentaires du tournoi de surf, Antoine Duléry, futur Monsieur Gatineau dans Camping, quelques années plus tard. Je ne l'ai remarqué que quand ils l'ont dit dans les commentaires audio du film parce que je ne l'avais pas reconnu. Bon, je le connaissais pas en 2005, hein. Je l'ai connu grâce à Camping. Mais il est un peu amaigri, bon, il a un look pas possible, mais c'est Antoine Duléry, le futur Monsieur Gatineau de Camping, ou l'alter ego de Johnny Hallyday dans Jean-Philippe. La scène où Clovis Cornillac saute du bateau d'Élodie Bouchez, en plus d'avoir failli se noyer sous le poids de ses vêtements comme on l'a dit tout à l'heure, en toute connaissance de cause, dans une eau remplie de méduses. Le jeune acteur qui joue Victor, le jeune surfeur qui s'attache à Brice, et réciproquement, a été repéré par la directrice de casting alors que le jeune acteur accompagnait son grand frère au dit casting, grand frère qui candidatait, mais lui n'était pas venu pour y participer. Lorsque Brice et Marius quittent l'aire d'autoroute pour prendre la route d'Osgore, la scène a été tournée depuis un pont au-dessus d'autoroute, et il n'y avait qu'une prise possible, car pour faire demi-tour, il aurait fallu attendre la prochaine aire d'autoroute, faire demi-tour, ressortir et revenir, soit près de 7 heures de temps, une journée de tournage de foutu, donc il n'y avait qu'un essai. Et le fait qu'un camion manque de rentrer dans la voiture lorsqu'elle s'insère était donc authentique. Mon programme. T'as besoin de moi pourquoi? Pourquoi? Pour rêver, voilà, pour rêver, moi aussi. Qui c'est qui a accroché à ma moto? C'est moi peut-être? Non. Outre Bruno Salomon, un autre membre des Nous c'est nous apparaît dans le film. C'est Eric Collado, qui joue un policier, celui qui garde la chambre de Brice dans l'hôpital et qui se fait embrasser par une infirmière. L'homme écureuil,
dont Brice se moque au restaurant en imitant un écureuil et qui est pour beaucoup la scène la plus drôle du film, est en fait le premier assistant réalisateur, qui était barbu sur le tournage et qui se rasera pour les besoins de cette scène précise, et il se verra poser une prothèse pour accentuer sa lèvre supérieure. Encore une scène difficile à tourner tant il était difficile pour les deux de garder leur sérieux. Comme ton père, ok? En plus d'être un véritable conte à la limite du surnaturel, Brice est également un énorme clip musical. Car mis à part la scène d'adieu entre Brice et Marius, le film est quasiment constamment accompagné d'un thème musical, qui, plus est, dans sa globalité, reste mémorable à mon sens. Parlons du film vu de mes propres yeux, mes yeux de maintenant. Enfin, ce qu'il en reste parce que je ne vois rien. Là où j'aimais la première partie du film, disons la première demi-heure, aujourd'hui c'est différent. Je trouve que ce duo, Brice-Marius, fonctionne très bien. Ils se complètent. Ils sont aussi perdus l'un que l'autre, et ils s'accrochent tous les deux à un espoir. Mais ce n'est pas ce que j'attendais d'un film qui s'appelait Brise de Nice à l'époque. Mais finalement, c'est agréable d'être un petit peu dérouté. Porté par l'enthousiasme de son réalisateur, qui était le seul à y croire au début, et de l'énergie de Jean Dujardin, toute l'équipe du film a fini par être embarquée avec eux dans l'ambiance Bryce. Bien qu'au début, ils avaient tous du mal avec ce personnage et ce film et la direction qu'ils avaient choisie. Car cette idée de faire un personnage détestable d'entrée, faire comprendre que c'est un enfant qui ne fait pas exprès de faire du mal, pour le rendre attachant, c'est réussi même si à l'époque, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à comprendre comment il pouvait être aussi sûr de lui et aussi couillon en même temps. Le braquage de la banque aurait dû être l'élément déclencheur pour me faire réaliser que rien n'était sérieux dans ce film et qu'il fallait juste se détendre. Et avec le recul, ils avaient raison. Il était impossible d'armer Brice d'un revolver et de le rendre violent. Donc, à bien y réfléchir, si Brice devait casser une banque, c'était la seule possibilité de faire un braquage. Je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais je comprends tous les choix qui ont été faits finalement. Même si à l'époque, je les contestais. Mais en même temps, je les contestais sans savoir ce que moi-même j'aurais fait. Car réussir à scénariser des sketchs aussi légers, enrichir l'univers avec Marius, de transformer Brise de Nice en un film de duo, c'est ça qui permet au film de faire avancer l'histoire au final, en transformant le film en récit initiatique, en plongeant Brise dans le monde réel, lui qui n'était jamais sorti de sa ville jusque-là. Pour moi, on n'était juste pas préparé au délire Brise de Nice. Alors que pour Brise 3, on était préparé. Et revenez voir le 1, après avoir vu le 3, évidemment si vous avez aimé le 3. Je sais pas si quelqu'un l'a aimé autant que moi. Et ben je vous assure qu'on arrive davantage à profiter du 1 quand le 3 est passé par là. Quand on le regarde à nouveau, on y voit même des détails qu'on n'avait jamais perçus. Le 3 est pareil d'ailleurs, il est ultra riche. Par exemple, quand on demande à Brice de changer de chaussures au travail, de troquer ses chaussures jaunes pour des chaussures professionnelles, je n'avais jamais remarqué dans la scène juste après, lorsqu'il est aux toilettes, qu'il avait remplacé ses chaussures par des tongs, ou qu'il y avait des jeux de mots sur le produit pour nettoyer les toilettes juste à côté, ou sur les paquets de céréales lorsque Brice est viré et jeté aux ordures, avec une boîte de Rice Krispies, pareil pour le générique de fin qui est rempli de conneries et de vannes de partout. Il y a des choses à regarder dans tous les recoins. Et même si le film reste en partie prisonnier des sketchs, il arrive quand même très rapidement à s'en détacher, ce qui n'était vraiment pas simple sur le papier. Et même si le public a été perdu à l'époque, se disant que ce qui se passait n'était pas crédible, pas réaliste, pas possible, mais le plus important au final, c'est que bien que tout cela ne soit pas réel, quelque part, on y croit quand même. DVD, t'es pas trop paumé, t'es brissé, ça va, tu vois? Ah non! Ah, j'avais pas vu, c'est... Elle est pourrie ta déco, c'est nul chez toi. Ah, ils sont au casse. Oh non! Et c'est cette confusion qui est bizarre, et que j'ai ressenti en sortant de la salle du cinéma quand j'étais sur Paris avec mes potes. On avait d'ailleurs tous ce même ressenti. Est-ce qu'on avait vu un rêve? Est-ce qu'on avait vu une espèce de dessin animé, un Disney sans être un Disney? Est-ce que ce film prolonge l'univers de Brise de Nice ou n'a vraiment rien à voir? C'est le 3 qui va répondre à cette question. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Brise de Nice, c'est une proposition. Il y a une identité visuelle, il y a une identité sonore. Brice est un personnage qui existe pour tout le monde, même pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il est hyper touchant, quoi qu'on en dise, en le voyant s'enfermer dans son monde pour ne pas affronter le vrai, et qui va se retrouver au final seul avec lui-même, sans avoir rien fait dans sa vie ni rien construit, quand il est humilié parce qu'il se rend compte qu'il ne sait même pas surfer, devant tout le monde, dans le concours à la fin. Une scène qui est touchante, et qui n'était pas attendue. Mais quand on sait pas la première fois qu'on le voit sur quel pied il faut danser, c'était pas évident, je trouve, d'apprécier le film dans le contexte de sa sortie, avec les sketchs qui étaient passés en boucle pendant 10 ans sur Internet. On s'était tous fait une idée
différente de ce que le film aurait dû faire. Mais aujourd'hui, sans être un fan absolu de Brice malgré les apparences, j'aime beaucoup. Déjà parce que je vis à Nice, ça aide. Et puis le jaune, le yellow, ça met de bonne humeur. C'est comme un film qui se passe au bord de la mer, c'est un cauchemar pour tourner, mais c'est toujours sympa pour la vue. La musique est entraînante, c'est un film qui est coloré, donc c'est du bon divertissement, c'est du spectacle, c'est tout ça, Brice. Avec le budget ultra modeste qu'ils ont eu et surtout les conditions de tournage épouvantables, je trouve qu'ils ont eu beaucoup de mérite, faut qu'on s'arrête, j'en peux plus. Ils ont eu beaucoup de mérite à réussir à sortir 2 films que je trouve bons dans des conditions pareilles. Mais il y a souvent les très bons films qui accouchent d'un tournage dans la douleur, qui s'est passé dans la douleur. Les Dents de la Mer par exemple, mais il y en a tant d'autres. Et souvent la mer était dans le coup. Et c'est tout ce que j'ai envie de dire sur Brice, sur Brise de Nice numéro 1. La vidéo sur le 3 est disponible par ici si vous voulez en savoir plus. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like pour dire que vous avez apprécié la vidéo, et à mettre un petit boost pour faire monter la vidéo dans l'algorithme, et même la partager, ce serait formidable, et je vous en remercie par avance. On se retrouve dans quelques jours pour parler de Podium, cette fois-ci, mais je me déguiserai pas, je ne déguiserai plus jamais, et d'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.